let's go. Quand on parle d'externalités positives ou de services écosystémiques, de co-bénéfices, pour ça, dans les modèles économiques, ça rentre en jeu. Comment est-ce qu'on les fait rentrer en jeu? Comment est-ce qu'on essaie de déterminer ce qui a vraiment un impact sur l'environnement du projet? On parle d'externalités positives, mais il y a aussi des externalités négatives. Comment est-ce qu'on met en valeur les externalités positives? C'est un sujet qui revient souvent, donc comment est-ce qu'on le prend en compte? Alors c'est vrai que c'est très important qu'on en parle. D'abord, la notion d'externalité renvoie à la notion d'activité principale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas forcément voulu au départ, quoi. Bon, or, à la limite, du coup, pourquoi j'ai pas utilisé ce terme-là? Parce que justement, l'approche par les business models, et particulièrement dans l'agriculture urbaine, fait qu'il n'y a pas vraiment d'activité principale, à la limite, ce ne sont que des externalités, quoi. Donc en fait, c'est toujours de la logique d'une externalité, c'est quoi? C'est j'ai produit sur une partie prenante quelque chose, de positif ou de négatif. Et donc avoir les chakras complètement ouverts sur qu'est-ce que je produis, sur qui, y compris éventuellement, encore une fois, de négatif. Deuxième point, le drame de l'agriculture, rurale comme urbaine, si elle est très écologique, c'est qu'elle est très injustement rémunérée, et extrêmement injustement rémunérée si elle n'est rémunérée que par la vente de produits de la ferme en milieu urbain. C'est-à-dire, voilà, globalement, les bénéfices produits, spillovers, retombées, externalités, sont énormes au regard des quantités produites et potentiellement vendues. Donc ça, moi, je n'ai pas résoudre ce problème-là. Personnellement, je considère que le domaine de l'alimentation ne devrait pas être régulé comme il l'est, hein. Donc ça c'est un autre sujet, hein. C'est un bien public, la santé c'est un bien public. Malheureusement, on est dans un système libéral concurrentiel dans lequel il faut que vous vous débrouillez pour obtenir des parties prenantes qu'elles prennent en compte ce que vous faites pour elles. Voilà. Donc vous n'avez pas le choix, quoi. Donc on est obligé de faire ça. Donc alors maintenant, est-ce qu'il faut ou pas? Donc la question, au niveau maintenant justement du fait qu'il faut bien rentabiliser, donc on est bien dans le bilan de trésorerie, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller voir des parties prenantes pour leur demander quelque chose? Mais ça, c'est un problème de gestion du quotidien. C'est-à-dire que, concrètement, je suis entrepreneuse en agriculture urbaine, entrepreneur. Je me dis, tiens, telle partie prenante politique, par exemple, voilà, j'ai une mairie qui n'est pas du tout écolo. Je vais peut-être me battre des dizaines d'heures ou des centaines d'heures pour les faire comprendre que peut-être ça pourrait être dans son intérêt de me fournir une alimentation en eau, par exemple, ou autre. Et peut-être que ça vaut pas le coup de passer 200 heures à bosser avec elle si c'est pour obtenir quelque chose qui ne sera pas à la hauteur des 200 heures de travail. Donc là, c'est du pragmatisme entrepreneurial. Il faut voir là aussi au cas par cas. Vous n'allez pas pouvoir exploiter tous les bénéfices que vous allez générer. Et donc, il faut faire un bilan. Donc, de toute façon, la gestion, le management, c'est quoi? C'est toujours une question d'arbitrage. Ce que souvent les entrepreneurs éthiques, militants, idéalistes oublient, et de la même manière d'ailleurs que souvent les agriculteurs oublient, c'est de compter leur temps de travail. Un gestionnaire, il va dire, oui, mais si tu as bossé 10 heures à faire quelque chose qui te rapporte très 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 peu, il aurait peut-être mieux fallu ne pas le faire, quoi. Alors évidemment, heureusement qu'il y a de la passion et il y a du bénévolat dans ces esprits-là. Je pense par exemple à la vente directe des agriculteurs. Ils n'ont pas tendance à regarder les marges supérieures, mais pas forcément mesurer le temps de travail infiniment plus élevé que ça leur demande. C'est quelque chose qu'on connaît bien en entrepreneuriat agricole. Après, derrière, il y a aussi le plaisir du contact avec la clientèle et il y a d'autres choses qui sont heureusement en ligne de compte. Mais sur un plan vraiment du conseil en gestion, on va dire, du coup, exploiter, c'est-à-dire essayer de capturer une valeur que vous avez produite. Donc, vous voyez, on ne va pas parler de vente, etc. On va parler de capture de la valeur. Essayez de capturer cette valeur si le jeu vaut la chandelle, quoi. Si ça ne vous demande pas trop d'efforts, quoi. Donc, sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc, c'est triste parce que ça veut dire que par votre activité, vous générez des gains écologiques et sociaux pour la collectivité et que vous n'aurez pas de récompense en échange. Oui, c'est éthiquement et même... c'est même un gros problème pour l'humanité, hein, mais malheureusement, le système, il est comme il est. Donc c'est à vous de faire ce boulot-là, ce qui n'est pas forcément normal. Vous, entrepreneur urbain. Quand on parle d'externalités positives, on a un spectre assez large. On parle d'impacts sociaux, environnementaux, sur le système alimentaire et même sur le développement économique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire rentrer en compte dans les modèles économiques? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez valorisé
la question est un peu rhétorique, mais assez valorisé par les politiques publiques. Et ça, est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut appuyer pour justement essayer de le mettre en avant et est-ce que le modèle économique peut être un outil pour ça? Question piège. Alors oui, le modèle économique est exactement un outil pour ça. Donc, première étape, j'aurais dit, c'est déjà d'avoir, donc là c'est quelque chose d'assez rationnel et scientifique, hein, c'est lorsque je mets plus de fleurs en ville, il va y avoir un circuit qui va être plus pratique pour les abeilles, je vais favoriser la pollinisation, donc pas que de la ville, mais même tout autour, etc. Donc je fais le bilan de tous les bénéfices que je produis sur les gens, sur les systèmes naturels, etc. etc. Donc ça rentre complètement dans la logique du business model. Maintenant, est-ce qu'il y a des façons d'aller voir ceux à qui ça bénéficie? Déjà, c'est d'aller travailler avec des chercheurs pour quantifier les choses. Donc dire, par exemple, un projet d'agriculture urbaine va réduire la prévalence d'inondations ou l'intensité, etc. C'est beaucoup mieux de pouvoir le quantifier, ça c'est sûr. Donc la première chose, c'est d'avoir un travail très scientifique et rationnel sur le dimensionnement des bénéfices pour la collectivité, parce que là, ça va se traduire concrètement par des économies de coûts pour la commune. Donc même si vous avez une commune qui n'est pas du tout écolo, vous pouvez lui parler économie, vous dire voilà, là, la science nous dit que la probabilité qu'il y ait une inondation dans les 10 années à venir est de temps, que ça coûtera tant, et que si vous favorisez tel type de modèle, ça coûtera moins. Donc là, vous jouez sur le levier rationnel. Moi, je suis parti de l'économie quand j'ai lu les travaux en psychologie sociale, sur le fait que nous sommes des êtres éminemment affectifs, bien plus que rationnels, mais alors bien plus que rationnels. Et donc, comment vous allez sur un plan affectif réussir à convaincre les parties prenantes, alors ce serait l'objet d'un autre cours. Vous avez parlé d'engagement tout à l'heure. Je vous invite à lire la psychologie sociale. C'est un peu démoralisant, et ça montre que tout le monde est très manipulable. Et que donc, au-delà des intérêts très objectifs qu'on peut faire comprendre parfois à des gens lorsqu'ils ont décidé d'activer leur cerveau, leur partie du cerveau qui est le système 2 chez Kahneman, c'est-à-dire la rationalité analytique, mais c'est de jouer aussi, il y a d'autres façons de convaincre les gens, mais je crois que c'est vraiment l'objet d'un autre cours. Ça peut s'appeler le charisme, même si, bon. Est-ce que tu as un dernier mot, Yvan, pour les gens qui nous regardent? Oui, j'aurais tendance à dire, peu importe les modèles que vous utilisez, peu importe les schémas que vous utilisez, c'est toujours super utile dans une entreprise, dans une organisation, peu importe, à but lucratif ou pas, etc., de se mettre autour d'une table. Alors évidemment, les réunions, parfois, ça gonfle. D'avoir un tableau noir ou un tableau blanc, de faire des cases qui répertorient un petit peu les choses importantes, et régulièrement de faire un point pour savoir si on n'a pas oublié des choses importantes, si il n'y a pas des opportunités qu'on n'a pas vues, si tout le monde est d'accord, si on partage bien le même projet, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on devient plus intelligent collectivement, c'est comme ça qu'on prend conscience aussi des contributions des uns et des autres. Et aussi peut-être, pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de formation en psychologie ou en management, c'est aussi l'occasion de comprendre qu'on a tous des formes d'intelligence différentes, vraiment. Et ça, c'est très important à comprendre, ce qu'on comprend depuis une trentaine d'années en management, c'est qu'il faut accueillir la diversité des formes d'intelligence, et que c'est les moments où, justement, ces moments de réflexion collective sur la stratégie, où on se rend compte que d'autres voient les choses sous un autre angle, et ça permet de s'ouvrir à des possibilités, de faire mieux, de faire de façon plus confortable, de façon plus agréable, de façon plus créative, de façon plus intégrative. Donc voilà, il ne faut surtout pas voir les cours en management comme des recettes, mais c'est plutôt l'expérience du management qui nous conduit, nous les chercheurs, à proposer des modèles intégrateurs de réflexion. Mais l'intelligence, elle est dans chaque organisation, quoi. Elle n'est pas dans les modèles, quoi. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc, et ne cachez pas la poussière sous le tapis. Ne cachez pas la poussière sous le tapis. Quand il y a un truc qui ne va pas, il faut le dire. Merci beaucoup.